Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va faire une analyse complète de l'entreprise Baidu que vous connaissez peut-être. Donc, Baidu, c'est un des plus grands moteurs de recherche sur Internet en Chine, donc avec plus de 50 parts de marché en 2024. Donc, c'est l'équivalent, si vous le souhaitez, du Google en Chine. Donc, c'est un géant de l'Internet. Donc, on va voir effectivement si c'est le bon moment d'investir ou non. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes convictions personnelles, évidemment à vous de vous faire votre propre opinion. Moi, je vais faire une analyse fondamentale, une analyse technique de cette entreprise-là et pourquoi, en tout cas, moi, je crois en cette entreprise et à son potentiel. Pour commencer, donc, on va voir les chiffres de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça nous donne en termes de statistiques? Donc, là, ça se chiffre en milliards. Donc, l'entreprise est capitalisée actuellement à plus de 40 milliards de dollars. Quand on regarde un peu les éléments, donc même j'aime bien regarder le ROE et le ROA, le Return on Equity et le ROA, le Return on Asset. Donc ça nous montre, si vous voulez, la capacité de gestion de l'entreprise. Quand l'entreprise a un ROE et un ROA positif et surtout plus de 5%, voire même parfois plus de 10%, etc., ça nous montre que les capitaux qui sont investis dans l'entreprise sont efficients. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que euh, pour, euh, pour 1 euro en capitaux propres mis par des actionnaires, etc., pour 1 euro de capitaux propres, l'entreprise a la capacité de générer 0,08 centimes de dollars. Ça peut paraître peu, mais quand on chiffre les capitaux propres en milliards, ça commence à faire beaucoup. Et donc, du coup, ça nous montre la capacité de l'entreprise à, à gérer à générer, en tout cas à utiliser efficacement ses capitaux propres. Donc 8%, c'est plutôt pas mal. Donc pour prendre des chiffres ronds, si vous mettez 1 euro, si l'entreprise a un ROE de 10%, elle a la capacité de générer 10 centimes pour chaque euro investi. Donc là, on est sur 0,08 centimes, 0,08 dollars, donc ce qui est plutôt correct pour un géant comme celui-ci et avec un rendement d'actifs de 3,51%. Ça peut paraître assez faible, mais il faut comprendre c'est une entreprise qui, donc comme le disait Warren Buffett, il faut comprendre le business model de l'entreprise. Donc vous avez 4 stratégies en entreprise. Vous avez ce qu'on appelle la stratégie de prix, la stratégie de volume, la stratégie du sur-mesure et la stratégie de l'hyper-spécialisation, de la différenciation. Quand vous êtes un géant, vous ne pouvez pas vous comporter comme une start-up, comme une jeune société, une small cap ou un mid cap. Donc forcément, vous êtes dans des phases d'industrialisation importantes et les stratégies qui vous sont adaptées, ce sont plutôt des stratégies d'industrialisation, des stratégies de prix ou des stratégies de volume. Et donc du coup, si vous avez actuellement des rendements de capitaux propres à 8% et un ROA à 3,51%, c'est déjà excellent pour notamment des entreprises qui ont une stratégie d'industrialisation par le volume. Donc effectivement, si vous visez les startups, des small caps, etc., il est possible de trouver des entreprises parfois qui ont un ROE ou un ROA à 10, même parfois je l'ai vu à 20%, etc. Donc sur ce point plutôt positif. Quand on descend un peu, ce qu'on regarde également, donc une entreprise en croissance, en EBITDA, donc c'est l'équivalent en France du résultat courant, donc qui correspond au résultat financier, pour faire très simple, le résultat d'exploitation et le résultat financier également. Et donc ça nous donne l'EBITDA. Donc du coup, on a 37,88 milliards d'EBITDA, donc c'est quand même assez conséquent. Quand on descend un peu plus loin, donc ça, c'est ce que faisait Peter Lynch. Donc il le faisait grossièrement, mais pour prendre un peu le pouls rapidement, un peu comme un médecin qui prend le pouls rapidement pour voir si son patient va bien. Donc il regardait la trésorerie. Donc on voit ici que la trésorerie, elle est de 150 milliards de dollars. Sachant que le chiffre d'affaires est de 134 milliards de dollars. Donc imaginez une entreprise où vous avez en trésorerie 1 an de chiffre d'affaires. C'est énorme. Et également Peter Lynch qui faisait, si vous ne connaissez pas Peter Lynch, c'était le gérant à l'époque du fonds Magellan, donc qui était considéré comme l'un des meilleurs investisseurs au monde, tout simplement. Et du coup, lui, ce qu'il regardait très rapidement, il se disait, OK, si l'entreprise a une trésorerie supérieure aux dettes, très rapidement, on peut se dire que là, tout de suite, maintenant, si elle devait rembourser totalement ses dettes,
l'entreprise a encore du cash en disponibilité. Donc ça c'est plutôt pas mal. Un élément également intéressant à regarder, c'est également le flux de trésorerie d'exploitation qui est différent ce qu'on appelle du résultat d'exploitation, puisque le résultat d'exploitation, on est plus sur une approche comptable, là où le flux de trésorerie d'exploitation, on va être dans cette notion de liquidité. Donc c'est la capacité à de l'entreprise de créer, de générer de la liquidité. Et on voit que de cette année, là, donc du coup, l'entreprise en flux de trésorerie, elle a la capacité de générer 34,74 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme. Donc quand on creuse un peu plus loin au niveau de l'analyse, on voit que l'entreprise est en croissance. Donc là, il n'y a rien à dire là-dessus. En 2020, on est sur 107 milliards de dollars. Si je dis, oui, c'est ça, 107 milliards de dollars. On est sur un chiffre d'affaires, donc on est passé à 124, 134 en 2023 et actuellement sur du 134 milliards de dollars. Donc bénéfice d'exploitation en croissance, comme vous pouvez le voir, 14 milliards, 15 milliards, 21 milliards, 23 milliards, ce qui est quand même énorme. Là, ici, on voit que le résultat net connaît une croissance un peu différente, puisque, en tout cas, on était à 23 milliards en 2020. Il y a eu une baisse ici en termes de résultat net, malgré le fait, par contre, qu'effectivement, on a un bénéfice d'exploitation qui est quand même en croissance, donc qui peut s'expliquer par d'autres raisons. Mais en tout cas, un résultat d'exploitation quand même positif. Donc, de ce qu'on voit, 24 milliards, c'est quand même énorme. Donc là, vous avez le bénéfice par action. Ok. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée général. En termes de bilan, donc ce qu'on voit, le total des actifs, bon bah ça c'est très bien. Le total des actifs est en croissance. Vous avez un passif, donc c'est l'actif, c'est ce que possède l'entreprise, de manière très synthétique, et le passif, c'est ce que l'entreprise doit soit à ses actionnaires, soit potentiellement à l'extérieur, à ses fournisseurs, aux banquiers, à ses dettes fournisseurs, etc., etc. Donc on voit qu'ici, on a une stabilité quand même du passif, mais on a une croissance des actifs, puisqu'on passe de 332 milliards de dollars à un total d'actifs de 406 milliards de dollars. Donc quand on regarde, effectivement, on voit quand même une trésorerie très abondante, 193 milliards de dollars en trésor. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après quand on creuse, voilà, donc du coup on voit qu'en termes d'émission des actions, donc on n'a pas une forte inflation. Donc ça c'est plutôt intéressant également. Quand on va regarder plus en détail les flux de trésorerie, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise a des flux de trésorerie d'exploitation en croissance de 24 milliards à 34 milliards. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment la capacité de l'entreprise à générer des liquidités par son exploitation, par sa capacité finalement, par son opérationnel en gros. Là où elle pourrait effectivement de créer de la liquidité par ses stratégies d'investissement, si elle investissait dans des entreprises ou autres, etc., etc., où elle générerait des bénéfices par ce biais-là, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on voit, et ou éventuellement par du financement, par exemple comme l'émission d'actions sur le marché. Donc là, potentiellement, l'entreprise a pas mal investi. Donc on le voit bien ici. Donc effectivement, ici au 31/12/2023, on a 11 milliards 190 millions qui ont été investis dans des achats en immobilisation corporelle. L'immobilisation corporelle, donc c'est en fait ce qui a vocation de rester plus d'1 an dans l'entreprise. Et c'est généralement soit des machines, soit des terrains, soit des immeubles, etc. Donc c'est des valeurs tangibles qui renforcent l'actif de l'entreprise. Après, sur les flux de trésorerie de financement, qu'est-ce qu'il y a des choses intéressantes là-dedans? Ouais, ici c'est pas mal. Je me remets ici. Là, ce qu'on voit, donc ça c'est une spécialité de Warren Buffett. Donc effectivement, ici on a eu une grosse dilution, beaucoup d'émissions d'actions. Donc effectivement, plus de 12 millions. Donc ça a dû se répercuter 31/12/2024. Donc ça, 31/12, donc on était sur quoi? Tac, tac, tac. Émission d'action, donc c'était en 31/12/2021.
Quand on regarde ici, 31 août 12 2021, tac, 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 décembre 2021, donc c'était quelque part par là où on a eu par la suite, ensuite connu une forte baisse, mais par la suite, ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, l'entreprise rachète ses actions, donc ça c'est plutôt intéressant. Ok, donc je regarde la dette, ce qu'on avait vu au niveau de la dette, donc effectivement, une dette de 82 milliards, ça peut faire peur, mais comme on voit, l'entreprise génère des profits, génère des bénéfices. Donc, tac, quand on regarde le bénéfice d'exploitation, ne serait-ce que le bénéfice d'exploitation couvre déjà la dette de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ok, donc c'est très bien. Donc quasiment hein, 82 milliards, 24 milliards. Donc ça c'est bien, mais c'est surtout la trésorerie totale qui est intéressante à regarder. Donc on va aller plus loin au niveau de l'analyse fondamentale. Je ferai ensuite une analyse technique. Donc quand on regarde un peu, on va plus loin par rapport à l'analyse fondamentale. Moi j'aime bien utiliser ce site-là puisqu'elle nous donne une vision un peu globale de l'entreprise. Donc ça nous donne une vision globale. Moi j'aime bien faire une analyse par moi-même puisque bon là évidemment c'est aussi le site en lui-même qui évalue, qui met une note à l'entreprise. C'est toujours intéressant à prendre en compte. Néanmoins, il faut savoir aussi faire les analyses par vous-même, qui fait que vous allez avoir développé la jugeote au niveau de vos propres analyses. Là, on voit que JF, le site Guru Focus, en tout cas, met une note de 10 sur 10 à cette entreprise-là, avec un total de 76 sur 100. Donc, c'est plutôt pas mal. Dans leur évaluation de cette entreprise, on voit que eux évaluent l'entreprise comme étant légèrement sous-évaluée. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après moi ce que j'aime regarder au niveau de ce site c'est notamment la courbe d'évolution. Là comme on peut le voir depuis le début, donc là vous avez la courbe la trendline des revenus, donc c'est plutôt celle-ci à regarder pour être précise. Donc on est sur une croissance en termes de revenus depuis toujours. Et sur les 5 dernières années, pareil, on est sur une croissance positive des revenus, quand on voit le résultat d'exploitation donc en dents de scie, mais quand vous regardez la trendline vous donne la tendance moyenne de ces 5 dernières années et on voit que la tendance est plutôt en croissance. Sur les l'EBITDA, elle est légèrement en croissance, les flux de trésorerie, elle est en croissance, les flux de trésorerie d'exploitation, pareil, elle est également en croissance. Après, quand on va regarder les earnings per share, le bénéfice par action, pareil, on a une croissance ces 5 dernières années. Euh, valeur comptable. Valeur comptable, pareil, on est en croissance. Donc la valeur comptable, c'est les actifs moins les passifs totaux. Et effectivement, on voit que l'entreprise est en croissance. Les actions en circulation, donc c'est toujours intéressant à regarder. On voit que quand même, on a eu de l'inflation. Donc ça, c'est pas forcément un point positif hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, ces 3 dernières années, on est aussi en croissance. Bon, là, ça charge un peu. Non, ça ne veut pas charger. Donc, bon, ça, c'est le point un peu négatif. On a quand même une inflation au niveau des actions en circulation. Donc, en gros, plus il y a d'actions en circulation, plus potentiellement, même si l'entreprise connaît une belle croissance, ça peut jouer sur le cours du prix, ce qui est normal. C'est une question d'offre et de la demande. Plus vous avez d'offres sur le marché, plus les prix baissent. C'est une question d'offre et de la demande. Imaginez, pour faire très simple, vous êtes sur un marché, plus vous vendez de pommes, plus il y a de pommes sur le marché, forcément, plus ça fait baisser le prix de la pomme. C'est une question d'offre et de la demande. Voilà, donc sinon sur les différents éléments, c'est intéressant. Quand on regarde l'évaluation, notamment par Benjamin Graham, qui était le maître de Warren Buffett, qui mettait notamment en avant cette notion de marge de sécurité. Moi, j'aime bien prendre le FCF, qui est les flux de trésorerie. Euh, Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus fiable que les earnings per share, qui, elle, le bénéfice par action est basé sur
le résultat net, le bénéfice net final. Mais le bénéfice net final peut être biaisé par ce qu'on appelle les bénéfices financiers, le résultat financier ou le résultat exceptionnel. Là où les flux d'exploitation du coup, elles nous donnent la valeur, elles sont moins traficotables comptablement que le bénéfice par action. Et donc, du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus fiable. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une marge de sécurité, en tout cas par euh, l'utilisation que nous préconisait Benjamin Graham, le, le, le maître de Warren Buffett, où il mettait surtout en avant cette notion de marge de sécurité. Donc on va voir après au niveau graphique qu'est-ce que ça nous donne aussi. Mais globalement, ici, la fair value est à 157 dollars, là où actuellement le prix est à 105 dollars. Ne serait-ce que sur cette analyse, on peut se dire que l'entreprise est intéressante. Évidemment, faites-vous vos propres opinions. L'objectif de cette vidéo, pour moi, c'est juste que j'aime partager ce que je fais mais j'aime bien faire des analyses de ce que font les grands gourous, les grands gestionnaires de fonds, etc. J'ai une passion pour la finance. J'aime également les crypto-monnaies, j'aime bien alterner les deux. Donc tout ce que je vous partage là, c'est mes convictions personnelles. Évidemment, faites-vous vos propres opinions. Et en tout cas, si les éléments que je viens de vous partager vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir régulièrement également des mises à jour et des nouvelles analyses. Donc on continue. Donc on va regarder les chiffres en termes de ratio de l'entreprise. Donc qu'est-ce que ça nous donne ici? Donc pas mal d'éléments positifs. Donc tous les critères ici sont au vert, donc ça c'est super. Le Z-score Altman, c'est quoi le Z-score Altman? En fait, ça nous donne l'information que, en fait, c'est un scoring qui nous permet de voir si une entreprise est agressive dans son optimisation comptable. Donc effectivement, beaucoup d'entreprises peuvent se prêter à ce jeu d'optimisation comptable et donc du coup d'optimiser un peu de maquiller un peu leur comptabilité, hein, de rendre la mariée plus belle comme on dit. Mais quand vous avez un Z-score Altman inférieur à 2,5, c'est plutôt intéressant. Donc ça nous montre bien que c'est une entreprise en tout cas qui n'a pas cherché dont on peut se fier en tout cas aux éléments qui nous ont été présentés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pareil, le score F de Piotrowski est basé sur 9 critères, donc elle a un scoring de 8. Je ne reviendrai pas sur le détail de ce scoring-là, je ferai une vidéo spécialement sur le score F de Piotrowski parce que je le trouve notamment pertinent pour les small caps ou les entreprises qui ont connu de grosses difficultés et d'identifier les moments où il est intéressant de pouvoir se positionner. Si vous souhaitez réussir notamment en investissement, l'idéal, donc ça c'est l'idéal, c'est d'avoir une vision un peu contrariante. Être contrariant, c'est quoi? C'est de ne pas regarder ce que fait la foule, mais de plutôt investir là où personne n'investit. Donc c'est investir où? C'est investir au bottom. Et des entreprises qui connaissent des difficultés, forcément elles se font, donc du coup le cours de l'action baisse. Et par contre, c'est ça qui va nous intéresser à regarder, à aller chercher. C'est le scoring de F de Piotrowski peut nous aider à ce moment-là pour identifier les entreprises qui peuvent être intéressantes et qui sont dans une perspective de croissance de nouveau. Donc c'est plutôt intéressant. Après, sur les autres ratios, je ferai aussi une analyse là-dessus, mais globalement, comme vous pouvez voir, les chiffres sont bons, donc ça c'est plutôt intéressant. Après, au niveau des insiders, je crois qu'il n'y a rien. Non, il n'y a pas d'insider ici. Voilà, donc c'est ce qu'on peut voir par rapport à l'analyse fondamentale de l'entreprise Baidu. Donc globalement, une entreprise saine qui génère beaucoup de bénéfices. Elle a plus d'un an de trésorerie, de chiffre d'affaires en trésorerie, ce qui est énorme quand même. Euh, donc ça c'est plutôt intéressant. Maintenant on va regarder spécifiquement en analyse technique qu'est-ce que ça nous donne. Euh, donc là on regarde déjà, quand on regarde déjà, donc ça c'est depuis que l'entreprise
a été listé en bourse en 2005, là, de faire de voir où on en est, tout simplement. Donc là, si je trace Fibonacci, donc où on en est, donc on est en dessous des 0,618. Il faut savoir que quand vous investissez dans une action, pour avoir une entrée professionnelle, en tout cas sur un point de vue analyse technique, l'idéal c'est d'investir quand vous êtes au moins à 0,618 de retracement. Idéalement, quand on va chercher du 0,786 et dans des actions qui sont très volatiles, très spéculatives, on peut même aller chercher du 0,886, voire du 0,95 de retracement, ce qui n'est vraiment pas impossible. Là, à mon sens, à moins qu'il y ait vraiment une grosse catastrophe dans le monde, etc., aller rechercher de nouveau les 0,95 qui correspondraient, à mon avis, à ce retracement-là, ça me paraît personnellement peu probable. En tout cas, plutôt 0,886 ici, comme vous pouvez voir au niveau de ces deux sommets-là. Ça me paraît peu probable, pour être honnête. Là où on est venu chercher quand même une zone intéressante pour ici. Quand on regarde, si je vous trace le support, on est parfaitement sur ce support-là. Si vous regardez, si j'agrandis un peu plus. Donc on est sur des zones où le prix s'est maintenu à plusieurs reprises. Ici, euh, ici, ici et ici de nouveau, où ça a parfaitement joué son rôle de support. Encore une fois, les personnes qui sont très orientées analyse technique, analyse fondamentale, pardon, ils vont vous dire l'analyse technique c'est du bullshit, ça sert à rien, etc. Moi, je pense personnellement qu'il ne faut pas avoir l'esprit fermé, faut être ouvert au meilleur des mondes. Il faut prendre ce qu'il y a de meilleur dans l'analyse fondamentale, comme ce qu'on vient de faire, et il faut prendre le meilleur de ce que nous offre également l'analyse technique, qui nous permet d'avoir une vision aussi psychologie de marché et également quelque part une position d'entrée et position de sortie. Ce que nous offre pas forcément l'analyse fondamentale, à part nous dire si elle est surévaluée, sous-évaluée par rapport à la valeur intrinsèque. Donc à mon sens, il faut prendre le meilleur des mondes. Si vous entendez autour de vous des gens vous dire l'analyse technique ça sert à rien, c'est bidon, dites-vous que c'est des banalités, il faut prendre le meilleur de ce que chacun a à offrir. Donc pour revenir à l'analyse technique, donc on a vu ici que ça nous a servi de support. Moi, personnellement, comme on a pu voir, on voit une entreprise en croissance par rapport à ce que nous donne l'analyse fondamentale. Donc, personnellement, j'ai des convictions. Je crois que l'entreprise peut avoir une croissance. Évidemment, ce n'est pas moi qui fais le marché. Moi, je vous partage ici ma propre vision. À vous de faire la vôtre, à vous de faire vos propres analyses, à vous de regarder également si vous partagez ou non ma propre vision. Moi, en tout cas, ma target, ça sera plutôt d'aller chercher ce sommet-là qui a servi de résistance, comme on peut voir ici. Ça a servi de résistance ici, 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 ici. Ici, on est allé dépasser ce grand range, on va dire ça comme ça, hein. Il y a ce big range, puisque je suis en monthly, pour vous dire, pour aller chercher tous les sommets et toute la liquidité qu'il pouvait y avoir à ce niveau-là. Et donc du coup, d'éclater tout ça. Et comme on a pu voir tout de suite après, de se retourner tout de suite derrière et de retourner dans le range. Donc à mon sens, moi personnellement, je vais chercher à c'est ma target, ça sera même peut-être ma target de sortie pour être honnête avec vous. Donc à voir évidemment ce que va nous faire le prix. Après, voilà, ça c'est mon analyse. Quand est-ce que le marché va me l'offrir? Je n'en ai aucune idée. Ça peut être dans un an, dans 5 ans, peut-être plus. Moi, je suis quelqu'un d'assez patient. Quand je prends une position, j'ai une vision quand même moyen-long terme. Donc ça ne me dérange pas d'attendre. L'important, c'est d'avoir des convictions fortes sur ce qu'on choisit. Donc là, c'est mon appétence personnelle. Peut-être que vous avez une appétence complètement différente à la mienne, et auquel cas, de chercher par vous-même vos propres appétences que vous pouvez trouver sur le marché. Mais l'important, c'est de pouvoir se dire, est-ce que je suis prêt à tenir plusieurs années? Est-ce que vraiment de comprendre, à l'inverse du trading, je parlais tout à l'heure à un trader tout à l'heure, et pour lui, l'investissement, c'est pas son truc. Bon, c'est propre à chacun. Pour lui, il est plutôt en day trading, voire il fait même du scalping.
parce que c'est quelqu'un d'assez impatient, il veut des résultats tout de suite et maintenant. Moi, personnellement, j'ai une vision plutôt moyen-long terme, je suis patient. Ce que j'observe, c'est que les personnes qui réussissent le mieux dans la finance, que ce soit Warren Buffett, Charlie Munger, que ça a été même d'autres, je n'ai pas forcément leur nom en tête, Peter Lynch, etc., etc., ce sont tous des investisseurs moyen-long terme. Donc, donc forcément, ça a un sens aussi de s'inspirer de ce que les meilleurs font. Donc après, une fois que tout ça, on a analysé, donc ça c'est plutôt ma target personnelle, en tout cas c'est la mienne. Maintenant, par où on en est par rapport à si on descend au niveau de la pour vraiment choisir une position d'entrée confortable là où on est actuellement. Personnellement, comme vous pouvez voir ici, on a eu une grosse imbalance. Une imbalance, c'est quoi? C'est quand vous avez un déséquilibre fort au niveau du prix, que le prix a été très peu travaillé. On a eu une réaction très violente du prix qui est partie comme ça. Du coup, généralement, je dis bien généralement, le prix vient le price action vient rechercher au moins à combler la moitié de l'imbalance. Donc ça nous permettrait de revenir à peu près à ce niveau-là. Moi, j'ai mis une alerte. Ça sera personnellement une position d'entrée que j'aimerais prendre. On verra par la suite si le marché me le permet ou pas. Mais en tout cas, c'est un peu ma vision, c'est un peu ma vision des choses. Bon bah si le marché ne me l'offre pas, bon bah j'aviserai à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est plutôt ce que je vais viser. D'autres peut-être vont même chercher à aller chercher en bas. Est-ce que le marché peut l'offrir? Je ne sais pas. Moi déjà, si le marché m'offre cette position-là, je suis déjà assez confortable et moi ça me convient pour rentrer. Donc si on regarde même en daily, comme on peut voir en daily ici, le prix n'a pas du tout été travaillé, ce qui crée cette imbalance-là qu'on a vu en weekly. Donc en daily, effectivement, généralement, le marché tôt ou tard vient recombler les gaps. On a un gros gap à ce niveau-là, donc effectivement, ici, vous avez un gros trou, ici, et toute cette zone-là où le prix n'a pas du tout été travaillé. Donc il y a quand même des chances à ce que le prix revienne travailler cette zone-là. Donc ça paraîtrait, pour moi, ça me paraît très logique. Comme vous pouvez voir, à chaque zone, la plupart du temps en tout cas, on est venu rechercher les zones, les imbalances, où il y a eu quand même un vide qui a été laissé, donc ici, qui a été comblé après en septembre 2024. Donc pour moi, ça serait une position idéale d'entrée. Si le marché me le permet, on verra bien. Voilà, donc c'est un peu la vision que j'ai. Donc si le marché me l'offre, encore une fois, tout ce que je vous partage là, je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez faire. Je ne fais que partager moi mes propres visions. À vous de faire vos propres opinions, vos propres analyses. En tout cas, moi, me concernant, c'est un peu ma target. Donc si le marché m'offre cette position d'entrée, donc ça me donnerait du 157%. Donc c'est pas dégueulasse, donc c'est quand même intéressant. Moi ça va être ma target. Évidemment le prix peut aller plus haut, etc. etc. Mais on est quand même ici sur une résistance assez forte à ces niveaux-là. Donc déjà 157%. L'objectif c'est pas d'aller dans la cupidité et être trop gourmand. 150% potentiel, c'est déjà très intéressant. Après, évidemment, soyez vigilants. C'est toujours une question de sizing, de taille de position. Je me le répète toujours, mais c'est important. Avant même de chercher à faire de gains, cherchez surtout à préserver votre capital, gérer votre risque, gérer la taille de vos positions mettez en place des zones de non-validation qui fait que vous dites ok, si ça va en dessous de ce prix-là, je sors. Donc là, ça vous appartient de savoir à quel niveau est-ce que vous souhaitez sortir si on vient chercher votre stop loss. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, personnellement, je trouve une belle entreprise qui a, à mon sens, qui a du potentiel, qui a du jus, aussi bien en analyse fondamentale qu'en analyse technique. On verra ce que ça va nous dessiner par la suite. Mais voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je partage tout ça avec grand plaisir. Donc c'est une façon aussi de soutenir le travail que je fais.
Et n'hésitez pas à vous abonner, je partagerai également d'autres analyses que je ferai par la suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.